Bonsoir à toutes et à tous. Je démarre cette semaine avec un nouveau live. Un live avec Maxence pour nous faire découvrir le joli projet Seconde Chance. Alors, on va parler de l'industrie de la mode et de la soutenabilité, la sustainability. On verra également comment ces nouveaux projets sont en train de repenser les pratiques de la mode qui deviennent de plus en plus des sujets sensibles d'un côté de la part des consommateurs et également de la part de toutes les marques, les industriels, etc. En fait, l'industrie textile et de la mode ne répondent plus aux attentes des consommateurs et les marques en fait deviennent de plus en plus soucieuses ou elles privilégient la soutenabilité. Cela est en train de bien sûr remettre les pratiques des marques déjà existantes en question. Ce nouveau modèle de développement de marques de mode très dynamiques, très saisonnières, qui incitent à la consommation, voire à la surconsommation, est en train de changer. D'une part, les grandes marques et les investisseurs repensent leur stratégie de gestion et les jeunes marques sont en train de trouver ou de créer de nouvelles solutions ou de nouveaux modes opératoires qui présentent une offre plus durable, traçable, ou bien des services qui encouragent la circularité ou autres méthodes qui sont plus soucieuses de l'environnement et du climat. Donc nous allons découvrir ce soir un nouveau projet que Maxence Collin va nous présenter. C'est celui de Seconde Chance, une marque de produits made in France, consignés, recyclables et traçables. Donc je vais inviter Maxence à nous rejoindre et on démarre le live dans quelques petits instants. Tac. Normalement, Maxence nous rejoint de Dijon. Alors, j'essaie de connecter avec Maxence. Et bon, pour rappeler, tous les lives de Ralia sont déjà sur IGTV ou sur YouTube. Vous pouvez les consulter. Il y en a plusieurs lives en français et comme d'autres qui sont en anglais. D'autres informations sur la mode, le retail ou le pop-up retail sont également partagées sur cette page Instagram. Et donc, j'essaye de me reconnecter avec Maxence et j'espère qu'il va nous rejoindre dans une petite seconde. Hop. J'essaie encore une fois et je pense que ça serait la bonne. Alors, Maxence, j'essaye de te rejoindre. Je vais te faire passer l'invitation encore une fois. Il faudra juste accepter l'invitation pour démarrer le live. Et donc, j'attends encore une petite seconde. Euh, Maxence, je ne sais pas si tu es en train de... euh, C'est bon. Bonsoir.
Je ne t'entends pas du tout, par contre, Maxence. Je ne sais pas si c'est en mode mute ou pas. Et tu me diras bien si tu m'entends, par contre. Tac. On attend une petite minute. Si Maxence n'arrive pas à m'entendre, Maxence, je te demanderai peut-être de te déconnecter et puis je t'envoie l'invitation pour rejoindre. À noter qu'il faudra se connecter depuis le téléphone et pas l'ordinateur. Je ne sais pas si tu es sur les bonnes démarches. Allez, on essaye une dernière tentative avant de démarrer le live. Et pour commencer, en fait, toutes les questions-réponses avec Maxence. Hop. Et je vais retenter l'invitation. Ok, salut! Salut. Ouais, la vidéo s'était mise en pause. Je sais pas Ah pourquoi, ben, mais la technologie, Maxence, je ne sais pas, je suis plus sûre des fonctionnalités. Bonsoir, en tout cas, je suis ravie de te retrouver sur ce live. J'avais fait une petite introduction, pas sur le projet, mais sur la thématique en général. Et j'attends toujours, en fait, à rejoindre les invités pour qu'ils démarrent en nous disant, en fait, un tout petit peu sur leur profil. Donc, qui est Maxence et pourquoi as-tu pensé à entreprendre et plus spécifiquement dans cette filière de l'industrie de la mode? du coup, pour parler un petit peu plus de moi, moi j'ai un profil très commercial achat. J'ai fait d'abord un bachelor pendant 3 ans, assez généraliste, mais développement commercial marketing. Après, je suis parti vivre en Angleterre, à Londres, pendant 1 an et demi. Et après, je suis revenu et en fait, j'ai fait un concours passerelle en France pour intégrer une autre école de commerce où là, j'ai fait un semestre en finance, mais ça m'a pas vraiment plu. Et du coup, je me suis spécialisé en achat. Et business développement achat, c'était la même filière. Et donc, en achetant des produits, c'était des produits de mode, non? Non, non, pas du tout. J'étais dans un secteur, justement, par rapport à ça, c'est aussi une de mes volontés et le pourquoi du comment j'ai entrepris. J'ai travaillé dans des grands groupes spécialisés dans le nettoyage industriel. Donc, c'est vrai que ça ne fait pas forcément rêver. Après, c'est très formateur parce que du coup, c'est vraiment du B2B et je dirais on vend un service avec des contrats assez longs, donc c'est quand même difficile de contractualiser. On se fait plus souvent envoyer chier qu'autre chose, on va pas se le cacher. Mais c'est super formateur. Mais après, je ne me suis pas retrouvé en fait dans les différentes expériences que j'ai pu avoir. J'ai pas mal travaillé dans des grands groupes. C'est vrai que j'ai eu une expérience en start-up, dans une start-up qui était dans la tech. Et déjà, ça me plaisait un petit peu plus. Et j'étais vraiment en quête de sens après pourquoi j'ai entrepris dans la mode. Ça, c'est plus le fait que justement le produit que je vends par rapport à notre marque aujourd'hui, c'est plus qu'une marque de sneakers, de basket. C'est un peu, je considère la basket comme le vaisseau qui permet de faire passer justement un message. C'est un Hmm. produit qui, que moi, en tout cas, qui me passionne. Puis c'est un produit qui a quand même une certaine histoire. C'est un produit qui est culturel, qui existe depuis des millénaires. Et on connaît au sens propre la basket, c'est depuis 1900 et des brouettes. Donc voilà. Et après, pour revenir aussi aux problématiques qu'on souhaite solutionner, par rapport aussi le fait que c'est un produit qui a un impact, que ce soit au niveau environnemental et humain, qui est assez important. Donc, je dirais, il y avait pas mal de choses à faire.
et surtout le fait que dans les produits mode, la basket, c'est le produit le plus complexe. C'est un produit qui est quand même technique, on pourrait même dire dans certains cas technologique, mais qui malheureusement, en fait, en fin de vie, est inrecyclable. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, recycler un t-shirt qui est monomatière, c'est plus simple. Faire une basket monomatière, personne ne l'a jamais vraiment fait. Et donc, c'est ça qui cause problème. Et je dirais, après, ouais, c'est un produit, moi, personnellement, que j'adore, mais qui me fait rêver. Il y a une vraie problématique à solutionner qui n'était pas simple. Et je dirais même que les gros acteurs du marché se focus aujourd'hui pas forcément sur cette problématique-là. Ils sont sur d'autres priorités. Donc, Et je trouve ça un peu... donc ce problème a créé une opportunité. Et d'où la naissance, je pense, de ce projet Seconde Chance. Ouais, c'est ça. La petite histoire, c'est avec mon associé, en fait, qui n'est autre que ma copine, en fait. C'était au tout début du confinement. Moi, j'étais mis en chômage partiel, du coup, par mon entreprise. Donc, mon contrat se finissait bientôt. Donc, au final, j'ai décidé de quitter la ville où j'habitais à Pau plus vite que ce que j'avais prévu de faire. Et du coup, pendant notre déménagement, on se rend compte que déjà, on avait deux voitures. Alors, et on n'a pas réussi à, comment dire, on ne pouvait pas mettre toute notre vie dans ces deux voitures. Donc déjà, on se rend compte que c'est quand même un peu dingue et qu'on accumule énormément de choses. Et j'ai été confronté un peu à un syndrome, pas de l'accumulateur compulsif, mais de se dire qu'on a acheté des choses, on les a payées parfois On, cher, on elles les vont plus utilise nous pas. servir, mais on Oui. a du mal à s'en séparer. Et Mm. du coup, la petite histoire, c'est qu'il restait vraiment plus de place. Et du coup, avec ma copine, on devait faire un choix entre le bonsaï et un sac de chaussures qui avait bien vécu. Hein. Et moi, je défendais vraiment le bonsaï parce que c'est vrai qu'on l'a eu tout petit, un petit bonsaï de chez Ikea, mais après 10 ans, en fait, on l'avait fait grandir et il était quand même très grand. Et elle, ma copine, je dirais un peu stéréotype, mais elle ne voulait pas se séparer de ses chaussures, malgré que voilà, elles étaient plutôt proches de la fin que du début. Et du coup, j'ai gagné ce combat et à partir de ça, il y a eu une vraie question en fait. On s'est posé des questions justement sur ce qu'elle devenait, la problématique de la fin de vie, pourquoi on n'arrivait pas à les recycler, qu'il y avait diverses solutions qui existaient, mais finalement, est-ce que c'était des solutions intéressantes, hein. Parce que la basket, c'est que souvent, quand on l'utilise, on l'amène à la fin de vie. Je veux dire, quand on s'en sépare, malheureusement, on ne peut pas la donner. Comme je disais, elle ne se recycle pas. Et en plus, c'est quand même, je dirais, ça peut être un manque de respect ou autre, même de les donner à certains organismes, parce que du coup, Mm. eux ne vont pas pouvoir soit les traiter, ou du coup, si c'est pour redonner à d'autres personnes qui sont dans le besoin, elles vont, je veux dire, Elles ne elles vont sont pas pas à pouvoir leur, l'état. Mm. voilà, elles vont pas pouvoir leur donner. Puis il y a cette problématique de revente aussi. On Mm. touche à un facteur qui est le pied, et on a toujours aussi un peu cette image que voilà, mettre ses baskets dans là où quelqu'un d'autre aurait pu mettre ses pieds, le rapport à l'hygiène est différent qu'un t-shirt, une veste ou un bonnet en fait. Mm, 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 mm. Et donc l'idée de monter un business consistait à quoi? C'était un simple recyclage du produit ou penser à recycler un produit qui n'est pas recyclable ou comment donc vous avez eu cette chance d'utiliser un produit qui est condamné à la mort, si on veut dire ça. Ouais, ouais, en fait, nous, on voulait solutionner deux problématiques. Quand il y a 2 ans, on s'est lancé dedans, on ne se rendait pas compte forcément du travail qu'on avait à accomplir, mais c'était créer des baskets qui soient partiellement recyclables avec cette idée de pouvoir en fait utiliser la matière recyclée dans la fabrication de nouvelles baskets, c'est-à-dire de nos baskets. Et l'autre idée, ça c'est aussi une problématique, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a 60% des générations XY, YZ plutôt, qui trouvent la mode éthique peu attrayante. Parce que Mm. souvent, c'est vrai que les marques éthiques ont plutôt défendu cet aspect environnemental et en oublié l'aspect mode, qu'avant tout, Esthétique. on consomme un produit pour l'esthétique. Et Mm. nous, on s'est dit, pourquoi les sensibiliser des gens qui aujourd'hui sont déjà sensibilisés. L'idée, c'est quand même de miser sur un produit qui a de la gueule pour aller un petit peu sensibiliser des gens qui aujourd'hui, tout comme moi, hein, consomment des baskets comme Nike, Vans ou autres. Et aujourd'hui, moi, j'ai du mal à retrouver des baskets qui défendent en tout cas les valeurs que nous, on souhaite mettre en place et proposer.
et qui ont le design en fait des grandes marques. On va dire des D'accord. marques connues pour le design. On peut Le parler New design, Balance, le style et Adidas. le design. Voilà. Mais si on parle de ce processus, c'est qu'il y a un business model derrière auquel vous avez pensé. Donc, comment vous allez récupérer la matière ou le produit, comment vous allez retirer ces matières recyclables, comment vous allez le travailler. On a toutes ces questions en tête et ça nous semble un tout petit peu compliqué. Donc, comment vous avez trouvé en fait la bonne solution? Ouais. Étant donné que ce soit moi ou mon associé, on ne vient pas du tout du secteur de la basket et on n'est pas ingénieur, c'est vrai que nous, on a eu la chance de se faire accompagner par un bureau d'études, donc un ingénieur et un designer. Du coup, ça a été financé par l'ADEME, l'Agence de la transition, on va dire, écologique, ce qui nous a permis déjà de financer cette partie-là. Et on a vraiment travaillé en amont sur les solutions de recyclage existantes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a pas mal de produits qui pourraient être recyclés, mais la filière de recyclage n'existe pas encore. Donc nous, on est parti d'une solution existante. Et aujourd'hui, la vraie problématique de la basket, c'est qu'on est incapable de recycler les matériaux composites. C'est-à-dire que souvent, c'est du multicouche de matière. Donc nous, la solution sur laquelle on s'appuie, à la base, elle n'est pas destinée au secteur de la basket, elle est destinée au secteur de l'industrie, mais tout ce qui est bâche de piscine, bâche publicitaire. Et donc, du coup, c'est à partir de cette technologie qu'on a collaboré avec eux. On savait qu'en fait, dans le développement de notre basket, on ne pouvait utiliser que deux matériaux. Le polyester, qui soit recyclé ou non, et le PVC, qui soit recyclé ou non. Parce que cette technologie n'est capable de séparer que le matériau composite polyester rendu PVC. Donc, du coup, on a dû vraiment réfléchir pour construire un modèle autour de ces deux matériaux, donc une basket bimatière, en tout cas sur les parties qui sont soit piquées, soit collées. Toutes les parties amovibles, on a dû faire des concessions, parce que malheureusement, parfois, elles ne sont pas toutes disponibles avec ces matériaux. Et quand on ne pouvait pas faire de concessions, on a dû donc développer la partie de la basket composée de cette matière. Par exemple, d'accord. Et composée à partir de quelle matière? Donc, à partir disais, de... polyester et PVC. D'accord. Donc, le polyester qu'on utilise, il est recyclé, pas sur toutes les parties. Et le PVC qu'on utilise, ça c'est pareil, c'est une autre problématique aujourd'hui. Parce qu'en fait, obtenir du PVC déjà recyclé, c'est extrêmement difficile parce que le PVC, comme beaucoup de plastique, c'est un mélange parfois d'une dizaine, quinzaine de matériaux, surtout au niveau du plastifiant. Donc, travailler avec de la matière dont on ne connaît pas l'origine, c'est ça le problème, ça peut être risqué, et que ce soit pour l'environnement, mais parfois aussi carrément pour une question de santé, étant donné que le pied va directement être au contact. Donc sur ça, on a travaillé justement avec un industriel qui nous a fourni un PVC, c'est ce PVC-là, du coup, qu'on compte recycler pour nos deuxièmes collections, pour pouvoir justement fabriquer en fait nos nouvelles baskets en partie avec les premières. Et Maxence, je suis un petit peu intriguée. L'idée principale d'un business a dû être repensée ou travaillée en fonction des disponibilités industrielles du marché. Et cela est un tout petit peu handicapant, j'imagine, parce que vous avez peut-être imaginé obtenir un résultat très particulier et vous n'avez pas les machines qui vous aident à aboutir à ce résultat. Mais est-ce que c'est l'industrie française qui n'a pas cet équipement ou est-ce que c'est l'industrie en général qui n'est pas encore équipée ou bien qui n'a pas encore pensé à trier ce type de matériaux ou à recycler? Alors ça, c'est que technologiquement, c'est extrêmement dur. Nous, par exemple, la solution sur laquelle on s'appuie, ça fait 20 ans qu'ils travaillent dessus avant aujourd'hui de pouvoir la proposer. Et d'ailleurs, dans notre cahier des charges, on a dû justement, avant même de choisir, parce qu'on a simulé plusieurs modèles, des modèles en chanvre avec du caoutchouc recyclé. Du coup, quand notre choix s'est porté justement sur ce modèle-là et la solution qui existait, on a dû tenir compte dans notre cahier des charges des industriels déjà existants, sachant que nous, on voulait pousser le bouchon encore plus loin, c'est qu'on ne voulait travailler qu'avec des entreprises françaises.
C'est ce que Donc, j'allais demander, que si ça c'était rajoutait, également. Ouais, ça ouais. rajoutait énormément de contraintes. C'est pour ça que même sur certaines parties, on travaille justement principalement avec des industriels qui travaillent plus dans l'aéronautique que dans la mode. C'est dans la mode. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Parce que c'est dans la mode, c'est vrai qu'on n'a pas forcément une très bonne connaissance de la plasturgie. Les Asiatiques l'ont, nous un peu moins. Donc c'est vrai que c'est plus des industriels qui vont travailler dans d'autres secteurs, parfois du bâtiment ou autre. C'est vrai qu'on a cette connaissance au final de la plasturgie, donc notamment du PVC, parce que c'est beaucoup utilisé dans le bâtiment. Mm. Mais après, aujourd'hui, ce qui les intéresse de travailler avec nous, c'est que nous, on a une dimension B2C. Mm. Et donc, du coup, nous aussi, notre mission, c'est de redonner un petit peu, pas ces lettres de noblesse, parce qu'il les a jamais eues, mais c'est plutôt en fait prouver qu'on peut défendre un modèle plus vertueux en utilisant du PVC. Parce que voilà, la petite blague, c'est qu'il suffit de taper PVC dans Google. Les premières recherches qui sortent, ça fait peur, parce qu'avant, il y avait du plomb, il y avait plein de produits extrêmement dangereux, que ce soit pour Ouais. l'environnement, mais aussi pour nous, l'homme. Pour nous, oui. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, eux, ils partaient tellement d'en bas, dire le secteur du PVC, qu'ils ont dû en quelques années, en fait, accélérer très vite pour rattraper leur retard. Et je pense qu'aujourd'hui, sur certaines techniques de recyclage, ils sont en avance par rapport à la matière. Et c'est aussi une matière qui est énormément utilisée dans le bâtiment. Mm. Et eux aussi, ils sont contraints par rapport aux nouvelles normes d'innover, que ce soit sur des process et bien sûr, voilà, aussi de réduire leur impact, l'impact de la matière significativement, même si aujourd'hui on est confronté dans notre modèle, c'est de calculer notre impact, c'est-à-dire le calculer, le comprendre pour le maîtriser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec certains industriels, parfois un peu gros, où la transparence qu'on souhaite avoir, elle a ses limites pour eux. D'accord. Alors que donc on bataille un peu pour pouvoir avoir des données, pour pouvoir calculer le plus précisément possible notre impact, parce que on a une méthode de calcul et on a besoin de ces données-là, et eux parfois elles sont confidentielles ou pas tant que ça, mais Mais ou voilà, pas très clair. Ou pas très c'est clair. ça, c'est ça. Ouais, ouais. On Mais va parler de ça dans un petit instant, mais j'aimerais demander si c'est possible de schématiser ou de simplifier le processus de développement d'un produit final. Si on est bien d'accord avec Seconde Chance, on est maintenant sur une offre ou un produit qui sera le sneakers en général. Et donc, si un produit va être présenté à un consommateur, est-ce qu'on peut retracer en fait toute sa vie avant d'être présent sur le marché et devant un consommateur? Est-ce qu'il y a une phase de design, de conception? Ça passe par combien d'étapes, etc. Comme je disais, nous, c'est qu'on appelle process d'éco-conception. C'est penser, construire un produit en partant de la fin de vie. Donc, c'était bien ce qu'on voulait faire. Trouver les solutions de recyclage, trouver les partenaires. Et ensuite, on passe à l'aspect design. C'est vrai que nous, on a mis 5 à 6 mois avant de travailler sur le design, même si au fond, parce que nous, ce qui nous passionnait, c'est aussi le design. On a dû patienter, prendre notre mal en patience. Et c'est après qu'une fois on a cette partie design, du coup on récupère les différentes matières qu'on a envisagées. Et du coup là on monte nos premiers prototypes. Là c'est pour ça on a déjà monté 2 prototypes. Là on va en monter 2 autres, et même je dirais 4, parce que chaque pied d'une paire sera différent. Parce qu'en fait on se rend compte entre l'étude de faisabilité et les matériaux qu'on avait envisagés, parfois ils ne sont pas forcément destinés à l'usage de la sneakers. Et du coup, ça manque de tenue ou ils sont trop rigides. Et là, aujourd'hui, on est confronté à ça, mais on a trouvé des solutions et je dirais qu'on est sur la bonne voie sur ça. D'accord. Vous avez partagé sur Instagram quelques idées sur ce design. On invite tout le monde à aller voir sur la page de Seconde Chance pour en connaître un tout petit peu plus. Par contre, j'aimerais te demander sur 2 aspects importants qui sont présentés sur la page Instagram de Seconde Chance, qui dit que ce sont des produits recyclables et traçables. Juste pour ceux et celles qui sont arrivés un peu tard, quand on parle de traçabilité,
on parle de quoi? Comment on simplifie ce concept de traçabilité aujourd'hui? Bah, moi, on va dire, nous, après, ce qui nous passionne, nous, on est très intéressés déjà à tout ce qui était la crypto-monnaie, voilà, blockchain, le système de blockchain. Pour moi, c'est un système d'avenir, en tout cas dans la traçabilité des produits et des matières. Dans la mode, nous, on n'avait pas la technologie pour faire ça. Mais par contre, ce qu'on voulait faire, c'était en fait déjà cette traçabilité est censée en fait défendre un modèle de transparence. Donc aujourd'hui, en fait, nous, la traçabilité, on la propose grâce à un système de QR code en fait, qui va être intégré dans chaque basket. Ce QR code, en fait, il permet de justement collecter des informations à l'usine, chez le logisticien, pendant que le client il utilise sa paire, et après sur la fin de vie. Par exemple, pour donner un exemple, nous aujourd'hui on monte un réseau de réparateurs qui va être certifié par notre marque. Et une personne en fait qui ira faire réparer dans notre réseau, et toutes les réparations effectuées sur cette basket en fait ou sur cette sneakers, peu importe, vont s'intégrer automatiquement dans le QR code. C'est comme une voiture en fait qui C'est va au ça. garage. Ouais. L'idée, c'est d'utiliser en fait le QR code comme un système de CV. Et dès qu'il y a un... Bien sûr, on est obligé du coup à cause de ça de monter notre propre réseau parce que si quelqu'un va les faire réparer ailleurs, du coup les informations ne vont pas être collectées. Après, c'est là où il y a une stratégie marketing. Du coup, c'est nous on a négocié une tarification qui est beaucoup plus avantageuse en passant par nous. On sécurise aussi la qualité du service. Je dirais un peu comme Back Market et ses réparateurs. C'est nous qui, si on va dire il y avait un pépin, c'est nous qui prenons en charge la responsabilité, je dirais, de ce partenariat. Mais après, le truc qui est cool, en tout cas, c'est même plus que cool, c'est de se dire, par exemple, toi, Galia, tu décides de vendre ta paire à un ami ou de la donner. Automatiquement, le numéro de série qui est inscrit dans le QR code, aujourd'hui, il t'est attribué à toi. Donc, du coup, quand tu vas la vendre, depuis en fait ton compte client, tu vas pouvoir transférer la propriété. Donc, la propriété va passer à cette nouvelle personne. Donc, c'est cette personne-là qui récupérera la consigne. Et du coup, quand cette personne la renverra, par contre, toutes les personnes qui ont participé ou qui ont possédé la basket seront informées de la fin de vie. Donc, la fin de vie aujourd'hui, c'est soit désassemblage et le recyclage de la semelle. Pour la partie tige, on est encore en train de mener des essais. Ou avec notre partenaire, aujourd'hui, on estime à moins de 5%, mais on serait capable de la remettre en état pour la revendre en tant que seconde main. Voilà. Et l'idée, c'est aussi de fidéliser en fait cet acte-là. C'est pas juste se dire tu me renvoies ta paire et je te rends tes 15 € de consigne. C'est vraiment toute personne qui a participé et défendu ce modèle-là. Et bien justement, il faut après l'engager. Donc il y aura un système de fidélité qui mettra en avant justement nos clients et les acteurs qui défendent ce modèle et non les personnes qui ne sont pas clientes. D'accord. Et c'est ce qui amène en fait à ma question suivante. Je voulais demander si Seconde Chance fait partie des marques de mode qui envisagent aller dans ce mouvement circulaire, durable ou régénératrice, marque régénératrice, ou bien qui se recrée, s'autocrée, se redéveloppe, etc. Parce que quand je t'entends parler, je dis que c'est très intéressant de encore donner une vie à un produit qui pourrait intéresser un collectionneur ou une personne qui aime ce type de basket, etc. Et voilà. Et donc, si on dit circulaire et durable, dans ces systèmes, est-ce que ça va amener les clients à vous demander si la qualité du produit va tenir assez longtemps? Parce que peut-être les débuts de la marque seraient confrontés par ce type de questionnement. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important d'ailleurs, parce que nous, c'est ce que je peux reprocher à de nombreuses marques. C'est nous, on a fait une analyse multicritère. Donc, à la fois sur indicateur changement climatique et sur eutrophisation des eaux, donc pollution du système d'eau douce, tout ce qui est aussi consommation d'énergie fossile et bien sûr la partie consommation d'eau. Mais pour en revenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses marques qui parlent beaucoup d'empreinte carbone, sauf qu'en fait, ce calcul-là, d'après le nouvel affichage environnemental, il tient compte d'un élément clé, la durabilité. Donc, on ne peut fournir, en fait, aujourd'hui,
rien qu'une donnée ou une empreinte carbone d'une paire si on n'a pas testé sa durabilité en amont. Donc nous, par rapport à ça, on travaille avec un centre, le CTC en France, qui justement on lui envoie plusieurs paires et il y a une batterie de test qui va être effectuée avant la phase de commercialisation et qui va nous permettre justement, selon en fait l'affichage environnemental, d'estimer la durée de vie de notre basket. Donc l'idée, c'est d'estimer la durée de vie, reliée à cette traçabilité, et bien sûr de la tester aussi en conditions réelles. C'est un peu ce que je dis, les iPhones qui vont sous l'eau, ils vont sous l'eau en laboratoire d'une certaine manière. Là, on parle de tests en laboratoire. Alors, c'est déjà bien d'avoir cette visibilité-là. Après, il faut aussi la tester sur le marché. Mais grâce au QR code, on va pouvoir justement de se dire cette basket, elle a été réparée une fois. On sait qu'en 2 ans, elle a eu tant de propriétaires. Et l'idée, on sait aussi sa durée de vie, quand elle est revenue. Et au final, le plus aussi, c'est quand elle revient. Aujourd'hui, on est en train de mettre ça en place. C'est que les personnes qui vont la réparer ou la désassembler vont l'analyser, lui mettre une note. L'idée, c'est de comprendre, après 2 ans d'utilisation, l'état quelles final. ont été ses faiblesses par rapport aussi aux tests en laboratoire. Parce que tu l'as bien compris, nous, le modèle qu'on défend, c'est circularité et durabilité. C'est de se dire, c'est bien beau d'utiliser des matériaux recyclés partout, mais si la basket, elle dure 3 mois, ça a pas quand on relie justement à cette notion d'usage, ça n'a pas d'intérêt. La basket, au final, qui va avoir le moins d'impact, c'est celle qui va durer le plus longtemps. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche. Revenir à ce modèle, ce que j'appelle de la basket, les Doc Martens, les chaussures increvables. C'est ça, des baskets, au final, aujourd'hui. On veut des baskets qui... alors, pour des baskets, c'est quand même difficile de les faire durer aussi longtemps. Aujourd'hui, la moyenne de vie d'une basket, c'est 3 à 6 mois, quoi. Et ça fait quand même peur, quoi. Parce qu'on nous incite à changer un peu plus et plus fréquemment. La question suivante serait, est-ce que le Made in France est important pour la marque aujourd'hui? Est-ce que ça donne une valeur ajoutée à la marque? Est-ce que les consommateurs vont également prendre ceci en considération en faisant leur choix d'achat? Ouais. Nous, comme je te disais, on mise quand même beaucoup sur le design, la défense d'un nouveau modèle. Le Made in France, c'était important pour nous. Le fait d'utiliser, de fabriquer en France, d'assembler, parce qu'aujourd'hui, on peut fabriquer dans la basket et il y a plein de parties, tout ce qui va être découpe, piqûre, peut être fait à l'étranger. Et d'utiliser, travailler principalement, justement, nous, on travaille de toute façon, l'ensemble de nos partenaires à l'heure actuelle sont français. Donc, il y a cette volonté, c'est plus de défendre un nouveau modèle où, nous, l'argent qu'on pourrait gagner, c'est-à-dire l'argent de nos clients, au final, il ne quitte jamais le pays. Il va être redistribué à nos partenaires qui sont en France, qui eux-mêmes créent des emplois et qui, au bout de la chaîne, au final, c'est peut-être une mère de famille qui achète un produit pour son fils ou un loisir pour son fils. C'est un petit peu ce modèle-là qu'on veut défendre sans être chauvin. C'est plus, qu'est-ce qui se cache derrière une paire. Bien sûr, il ne faut pas oublier que si on fabrique des paires en France, qu'elles coûtent plus cher, mais derrière, elles ne tiennent pas longtemps, le consommateur, c'est bien beau de soutenir l'économie locale ou nationale. Il faut aussi qu'il s'y retrouve. Donc, fabriquer en France, oui. Derrière, ça à nous de travailler pour avoir des produits qui durent longtemps. Je dirais que c'est pas de se dire, ça ne doit pas être un outil marketing. Je fais en France. Si je fabrique en France des produits qui au final sont de moins bonne qualité qu'un produit asiatique, ça n'a pas d'intérêt. Justement, ça reste juste un subterfuge du coup alors pour essayer d'attirer une certaine cible. Non, l'idée c'est plutôt de défendre ce modèle-là, mais derrière, proposer des produits design, prouver qu'en France on peut faire des beaux produits, parce que je pense qu'aujourd'hui sur le marché de la basket, à part 1 ou 2 marques de luxe, il n'y a pas de beaux produits. Et après, bien sûr, la durabilité, mais ça c'est la partie la plus dure, parce que même aujourd'hui, on ne la maîtrise pas encore. On verra d'ici 1 ou 2 mois, on va mener des tests. Là, je croise les doigts, honnêtement. Mais après, on sera transparent. C'est ça aussi, c'est de se dire, on est une jeune marque. On a essayé, on a fait ça, et voilà le résultat. En tout cas, je pense que les consommateurs d'aujourd'hui sont plus attentifs à ces pratiques et sont plus près de la marque qui communique
franchement et avec beaucoup d'authenticité tout ce qu'elle est en train de faire et de dire, OK, on a essayé, voici le résultat, on va faire mieux ou on va faire autrement. Je pense qu'on est tous dans cette dynamique quand les choses se disent avec beaucoup d'honnêteté, qu'on puisse recevoir avec bonne volonté également. Mais je me demande si tous ces facteurs, tout ce processus va augmenter le prix final du produit que vous allez proposer. Est-ce que le consommateur, en fin de compte, sera prêt à dépenser autant d'argent ou une bonne somme d'argent pour un produit qui, aujourd'hui, est encore très comparé à un produit euh, qui ne relève pas des mêmes pratiques de Ouais, développement? ouais, c'est vrai. Après, ouais, nous, c'est vrai que bah, on peut. Non, je veux dire, le rêve, au fond, on est tout petit, mais si un jour on se développe, c'est pour pouvoir donner l'accès au plus grand nombre à ce type de produit à un prix accessible, hein. Moi, mon rêve, au fond, c'est à 5, 6 ans, pouvoir proposer un produit de cette typologie-là à 100 euros, ce qu'on peut trouver chez Nike ou autre. Là, on est plus sur une typologie de produits dans les prix, style Air Jordan, entre 180 et 250. On est, voilà, on est sur l'entrée du haut de gamme. Malheureusement, on peut pas, ça peut pas en fait, on peut Toucher pas à une proposer le cible produit plus importante. moins cher parce qu'il faut être honnête, ce qui coûte énormément cher, c'est le recyclage. C'est-à-dire en étant transparent, eh ben, on compte le retour du produit qui doit revenir à la maison, le frais de la main-d'œuvre, le recyclage et tout le process industriel. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte entre 20 et 30 euros, hein. Et là, je parle en TTC pour le client. Mais quand d'autres marques, avec la REP, responsabilité élargie du producteur, dans la mode, même si, comme chez Ikea, c'est affiché sur le produit, on achète un meuble 100 euros et on voit marqué 2,87 € d'écotaxe. Ben, dans la mode, elle existe, cette écotaxe, mais elle est cachée. Il faut savoir que sur un produit, par exemple, à 100 euros, elle est de 11 centimes. Ça veut dire que eux, les gens, ils payent 11 centimes pour se dire, OK, je me décharge de la fin de vie du produit et on espère faire quelque chose avec ça. Quand nous, en fait, la fin de vie du produit, on décide, OK, on l'a fait en interne, par contre, elle nous coûte 30 euros. Par contre, elle sera vraiment recyclée. Elle ne sera pas incinérée. Et donc, si on veut que même les marques, on va dire, cet argent, l'écotaxe devait être nettement supérieur. Parce que même s'ils vendent 1 million ou 10 millions de baskets, qu'est-ce qu'ils font avec ces centimes? Ils n'ont pas assez pour innover, essayer de s'engager dans une nouvelle démarche. Nous aussi, c'est ce qu'on veut faire comprendre que maîtriser la fin de vie d'un produit, ça coûte extrêmement cher aujourd'hui. Mais si on ne s'y engage pas de suite, je dirais, c'est développer un process, travailler avec un industriel, réduire les coûts, passer à plus d'automatisation. Et c'est là où, justement, on pourra proposer un produit plus vertueux et bien sûr plus abordable. Après, moi, j'en ai conscience que à l'heure actuelle, en tant que chef d'entreprise, par exemple, aujourd'hui, je me paye pas. J'ai pas les moyens d'acheter. Si ma paire était sur le marché, j'aurais pas les moyens de me la payer. De l'acheter. Voilà, c'est dingue, mais. Et est-ce que cette logique en fait de transparence sera communiquée avec le consommateur? Est-ce qu'en achetant ce produit, on pourra réellement comprendre les coûts qui ont été mis en place pour nous donner ce résultat final? Parce que ça pourrait nous rassurer à un moment donné de dire que oui, moi je vais faire un investissement pour avoir cette paire de sneakers. Ouais, tout à fait. Nous, on mise sur ce que j'appelle, parce que tu le disais bien, il y a la transparence, l'honnêteté et de bonne foi. Moi, j'ai perdu confiance dans les marques. Donc, je me dis, la transparence qu'on veut mettre en place avec mon associé, c'est une transparence qui arriverait à me séduire moi, alors que j'ai plus du tout confiance dans les marques. C'est vraiment être transparent sur nos marges, nos coûts de fabrication, tous nos coûts, nos investissements. On veut vraiment, la vision que j'ai d'une entreprise, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas des clients en fait, à qui on vend des produits, ce sont des acteurs. Ce sont des personnes à part entière qui font partie de l'entreprise, en fait. C'est-à-dire, c'est comme des gens vont lever des fonds. Au final, nous, on vend des produits pour avoir de l'argent et pour pouvoir nous améliorer, développer de nouveaux produits et sensibiliser un maximum de gens. Donc, dans cette démarche, nous, les consommateurs, on les appelle des acteurs. Et c'est vraiment ce qu'on veut créer, en fait, une famille, en fait. D'où le nom, tu verras, on l'appelle l'AMIF pour l'AMIF de famille et pour l'AMIF de Made in France. Et c'est vraiment ce qu'on veut créer, cette proximité,
même avec ce qu'on met en place, recrutement de bêta-testeurs, faire entrer des acteurs dans l'entreprise pour co-développer, comprendre, je dirais, les mécanismes et pour sensibiliser le plus de gens. Parce que comme tu l'as bien dit, la bonne foi, c'est bien, mais la bonne foi Mais ne la te permet mettre pas en d'avoir les action. outils. Ouais, Alors que l'idée, c'est de donner les outils aux gens et ils vont faire eux-mêmes leur propre réflexion en se disant, peut-être, je me suis dit que c'était cher là, finalement, si le produit dure longtemps, pas tant que ça. Tu vois, oui. mais cette réflexion-là, c'est pas au fait aux marques, comme je dis, de faire du bourrage de crâne. Non, c'est de fournir les outils et ça sera beaucoup plus Une intéressant quand démarche c'est. de co-création, C'est ça. Et vraiment. ouais, Ouais, ouais. la Et réflexion là, personnelle aussi. oui, c'est ça. En tout cas, quand on est impliqué et quand on comprend, on a plus tendance à faire des choix plus responsables. Et quand on est convaincu, je pense également qu'on pourra, étant consommateur, dépenser un produit pour un produit un peu plus en disant que c'est mieux ou ça va aboutir à un certain résultat ou j'aurais contribué en fait à X ou Y résultat, ce qui est pas mal. Et Maxence, pour en parler un peu plus de marques aujourd'hui communiquent sur les initiatives relatives aux pratiques, comme par exemple utiliser des fils bio ou des pratiques moins polluantes ou des produits à partir de matières recyclées. Est-ce que tout cela vous semble vrai ou correct ou est-ce que, comme tu avais dit, tu as moins confiance en tout ce qui est propos marketing et qui se met de plus en plus en avant avec les marques qui existent déjà sur le marché et qui essayent de reprendre un tout petit peu ou de pêcher la confiance des consommateurs en utilisant ces propos qui pourraient être des propos marketing, simplement. Ouais. Mais là, tu rentres dans le vif du sujet. C'est quelque chose, moi, qui me révolte au fond et c'est un peu notre combat. Nous, on a la chance d'avoir un ingénieur dans notre équipe. Donc, je dirais, c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est donner le pouvoir à la science. Certains, Nike, ils donnent le pouvoir aux designers, d'autres, certaines marques au marketing. Nous, c'est le pouvoir à la science et c'est cette science-là, notre véritable défi qu'on doit marketer et qui est extrêmement difficile parce que c'est toujours dur de marketer une certaine transparence et une certaine vérité. Moi, l'exemple que je peux donner, c'est qu'aujourd'hui, certains vont dire j'ai un polyuréthane à base d'eau. Dans beaucoup de plastiques, tu utilises du solvant ou une colle à base d'eau. Le solvant, l'eau, c'est un solvant. Tu mets de l'eau pour frotter. Pourquoi? Parce que c'est un solvant. Alors de dire que j'ai une colle à base d'eau, c'est juste le solvant et de l'eau. Ça n'empêche pas qu'elle ait d'autres produits chimiques. Et c'est là où il faut être transparent. On ferait presque croire aux consommateurs que la basket a été collée avec de l'eau, donc il y a zéro impact. Nous, on veut défendre ce modèle en se disant il y a des produits chimiques dans les teintures, dans beaucoup de choses. Mais il faut le dire, il faut être transparent, il faut mesurer l'impact que ça peut avoir et déjà réfléchir à des nouvelles solutions. Tous ces matériaux biosourcés, nous, on en utilise, on a eu du mal, on ne voulait pas utiliser de matériaux biosourcés, on en a trouvé un qui est tracé en Europe. Donc là, on va nous fournir des certificats. Mais par exemple, tu peux très bien avoir du biosourcé, le polyuréthane biosourcé, justement. La partie biosourcée, c'est le polyol à base de maïs qui vient majoritairement d'Amérique du Sud. On coupe des forêts pour planter du maïs qui est destiné à faire du bioplastique. Là, au final, mieux valait utiliser une matière pas biosourcée, mais issue directement de la pétrochimie. Elle aurait eu moins d'impact. C'est ça, en fait, ce qu'on veut défendre, nous. C'est pas parce que c'est bio, c'est pas parce que c'est 100% pétrochimique ou autre que c'est plus mauvais. L'idée, c'est comprendre l'impact, le mesurer. Et à partir de là, on prend des décisions. Oui. Mais si on se base sur des mots, c'est ça la véritable problématique, c'est ramener cette réalité, cette science au cœur de la décision et permettre aux consommateurs de se dire ah ok, ouais. Parce que voilà, et en plus si on parle de beaucoup de biosourcés sont issus de la culture intensive avec des engrais ou des pesticides. Là, c'est vraiment éduquer le consommateur que tous ces gros mots, tous ces beaux mots n'ont pas la même implication désirée ou souhaitée et qu'il faut vraiment apprendre la science derrière. Et ça,
un parcours, un chemin d'apprentissage, mais on va y arriver un jour. Courage, Maxence, parce Ouais, que ouais, vraiment, il faut des personnes comme vous. Il faut militer, en fait, même si c'est à petits pas, mais on doit arriver à faire passer le message et être de plus en plus éduqués, éveillés, en fait. Maxence, par contre, la marque est encore en phase de développement. Bientôt le décollage, tu m'avais dit que c'est dans 2 mois, j'espère. ouais, ouais, ben nous, on va lancer une campagne de recrutement de bêta-testeurs Ok, juin, juillet. ok. L'idée, c'est de recruter 50 personnes. C'est un peu ce que j'appelle le bras gauche de l'entreprise. Nous, on n'est pas dans une démarche de vouloir co-construire avec des milliers de personnes. C'est plus se dire, voilà, on veut 50 personnes d'horizons divers, qui ont des visions différentes, avec qui on va pouvoir co-créer des produits à l'avenir. Ils vont aussi pouvoir justement nous faire des premiers retours sur nos produits. Mm. Après, ça, je ne vais pas parler parce que le reste, ça reste de la fidélisation et du marketing. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent aussi, s'ils apprécient la marque, acheter des produits moins chers. C'est un peu nous, ce qu'on s'engage, tous les services qu'on veut leur mettre à disposition. Parce que ce n'est pas juste tester des paires, c'est participer avec nous. Il y a un petit échange, quoi. C'est comme s'ils auront un petit travail, j'exagère, mais ils vont participer à la construction, on va dire, de nos valeurs, de notre vision. Et après, Oui, pour le mois de septembre, on va lancer le produit tout public là, pour une livraison, là en précommande pour une livraison en décembre. d'accord. Et j'allais demander que si vous allez en fait favoriser un e-store ou bien une présence en format physique dans une boutique pour présenter la première collection. Ouais. Bah, nous, en fait, pareil, là, tu parles, tu lances je dirais un autre débat, mais c'est vrai que quand on a des coûts de production qui sont extrêmement élevés, c'est très difficile d'être distribué en physique, hein, à Physique, part chez oui. des indépendants. Mm. Et c'est vrai que soit en fait on joue ce rapport de force et au final, du coup, on obligerait les gens à acheter nos paires, nos partenaires, ou c'est nous qui faisons du dépôt-vente. Mm. Nous, aujourd'hui, on a développé un outil en interne. Pareil, c'est la même personne, c'est la même équipe qui a participé au développement de l'app en back-office pour suivre les baskets. Où en fait, nous, ce qu'on propose à nos partenaires, c'est que les baskets, on les met à leur disposition. Elles restent toujours notre propriété. Et donc, du coup, toi, Galia, tu es sur notre site web. Tu as envie d'acheter la nouvelle paire, mais tu ne nous connais pas. Du coup, automatiquement, nous, on te renvoie chez un de nos partenaires. Tu vas pouvoir essayer la paire là-bas et commander dans sa boutique. Et Mm. du coup, Mm. lui Mm. sera rémunéré justement en tant qu'apporteur d'affaires. Et l'idée, c'est que même si tu ne nous connais pas d'Internet et que tu arrives dans cette boutique, tu pourras essayer les paires, les toucher, essayer. Il y aura les différentes coloris et commander directement dans la boutique. Mm. Donc, Mm. Mm. c'est à nous, en fait, on considère que nous, on va prendre le risque du BFR, donc du coup, d'acheter des paires pour que nos clients ou nos futurs clients puissent les essayer. Et bien sûr, proposer un système où lui, il n'a pas besoin d'immobiliser du stock. Il n'a pas besoin aussi d'avoir de la place parce que le stock, même si ça coûte de l'argent, ça va prendre la place. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir amener du trafic chez lui Mm. À parce travers les que, nouveaux consommateurs qui sont là. exactement, et aussi cette partie, bah, les coûts logistiques, il faut être transparent, coûtent extrêmement cher. Oui. Euh, et aussi, il y a aussi ce fait qu'aujourd'hui, on a tendance, on a été habitué à penser que la logistique ne coûte rien parce qu'il y a des mastodons comme Azos qui peuvent faire des allers-retours sans frais. Oui. Voilà, mais il faut dire que À derrière ce ce que stade, je dis, ça coûte très cher. Ouais. quand Mm. quelque chose est gratuit, c'est qu'il y a quelqu'un sur la chaîne de valeur qui en paye le prix. Mm. Euh, Souvent, dans la mode, on le sait, c'est l'aspect vraiment humain et c'est tout en bas de l'échelle, hein. Mais ça permet de réduire des coûts pour l'entreprise, il faut être transparent, et ça, on le dira, mais ça permet aussi d'éviter des allers-retours pour rien. Je pense qu'une personne, elle a des doutes. L'idée, c'est de pouvoir lui permettre d'essayer le produit avant de l'acheter. Et je dirais même, là où on est fier, c'est qu'on sera la première marque en crowdfunding où tu pourras essayer le produit avant de l'essayer et de le commander sur la plateforme, quoi. D'accord.
Ouais. Ce qui est bien et rassurant, en tout cas pour Ouais, le c'est ça. consommateur. C'est lever un petit peu tous ces freins à l'achat. Après, Oui. faut aussi être transparent que si quelqu'un connaît sa taille, voilà, chez nous, il n'aura plus forcément besoin de passer par la boutique, il pourra commander directement. Euh, En tout cas, ça relève de la nature du développement d'une nouvelle marque. C'est une étape très pertinente qui va vous aider à élargir un tout petit peu le réseau et faire découvrir le produit aux consommateurs et eux se rassurer vis-à-vis ce produit, l'essayer, le tester et par la suite, la seconde ou la troisième saison, peut-être s'il connaît déjà il serait un fidèle ou bien pourra évangéliser la marque auprès d'autres, des amis, etc. Et en fin de compte, pour conclure, ou avant de conclure, je voulais demander si, à part Instagram, vous utilisez d'autres modes de communication pour nous faire découvrir la marque ou ce nouveau projet. Ouais, ben, du coup, c'est que nous, on est sur Facebook, on fait que de la duplication de contenu parce que c'est vrai que Facebook, aujourd'hui, on considère que c'est plus pertinent. En tout cas, là, dire l'app a vraiment vieilli. C'est plus ergonomique. Par contre, on est sur LinkedIn où on partage, bah, que ce soit en perso ou avec la marque, notre histoire, vraiment expliquer comment elle, nos difficultés, nos loupés, toute cette partie-là. Et là où on se lance à partir de, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines sur TikTok, où on y est déjà, mais là on a travaillé, ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur du contenu, où on va faire 2 vidéos par jour. Donc ça va plus s'arrêter jusqu'à peut-être, je sais pas, mais plusieurs années. Donc ça sera 2 vidéos par jour où voilà, on va faire des trucs un peu cool pour un petit peu rendre cool cet aspect entrepreneuriat, parcours en création de marque, et aussi bah, cet aspect plutôt sensibilisation, expliquer bah, les problématiques de la sneakers, expliquer comment on peut créer sa marque, comment on peut créer des baskets, voilà, à quoi on est confronté, qu'est-ce qu'on va faire justement pour créer un nouveau modèle, toute cette Un partie-là qui contenu va être très interactif hein, ouais, et très réel la avec partie un peu plus sérieuse, on va dire, qu'on veut aussi rendre cool, parce que l'objectif, c'est voilà, c'est que ça soit cool, et une partie là vraiment plus cool, où l'idée, c'est plus de sensibiliser les gens à plein de choses, en étant vraiment genre ultra cool et libéré, quoi. C'est oui, vrai que c'est toujours plus cool d'apprendre des choses bah, quand c'est cool. Je oui, répète. oui, oui, de façon très, très réelle et authentique, encore une fois. Tu as un petit salut, Maxence, de Ah, salut. Ah, c'est Ludo un pote. Custom. Enfin, pour conclure, Maxence, est-ce que tu as un dernier mot ou un dernier conseil à dire ou peut-être à donner aux marques qui souhaitent entreprendre et aller dans cette direction ou Ouais. dans une direction similaire? Bah, ce que je pourrais dire, c'est, ça me fait un peu rire parce on rigolait sur ça, mais on voit beaucoup de pubs où, par exemple, la grande distillerie eh ben, met une stratégie marketing en se comparant aux autres. Mm. Ben, nous, on aimerait bien le faire, et c'est ce que dit du coup notre ingénieur, mais pour pouvoir le faire en toute transparence, il faudrait que nos concurrents calculent réellement leur empreinte carbone. Parce Oui, qu'aujourd'hui, il y a un indicateur, de mesure à l'affichage environnemental qui est en train de ouais, se mettre en place, et on espère que tout le monde va le calculer, comme ça on pourra se comparer. Parce qu'en fait, ouais, aujourd'hui, on ne peut ouais, pas se comparer aux gens, parce que c'est ben, vrai. on ne Personne ne sait le pas. fait. Oui, et on ne sait pas aussi, les gens balancent des chiffres, on ne sait pas comment ça a été calculé. Et l'idée, c'est qu'il y ait un référentiel. Et le jour où tout le monde aura le même, ben, déjà le consommateur, il aura plus de clarté, plus de Oui, visibilité. Et nous, de notre côté, parce qu'on défend notre modèle et on sait qu'on fait tout pour, je dirais, proposer un modèle différent et, et peut-être meilleur. Après, c'est que notre vision à nous, mais on pourra aussi se comparer aux autres en disant, bah, regardez la vision qu'on défend, bah, à l'instant T, elle est plus intéressante que ce que fait un tel ou autre. Aujourd'hui, on ne oui, peut pas le oui. faire parce que Il n'y a pas bah, les mêmes indicateurs de voilà, c'est comparaison, ça, en tout cas. c'est ça. Donc, Et ouais, super. Mais en tout cas, je suis en train de penser à tous les autres et qu'on va faire quelques ennemis là. Parce que ouais, non, après,
Ouais. c'est de la, faut avoir de la bonne, comment dire, c'est de la bonne concurrence. Au final, Oui, 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 si c'est nous, de sûr. notre côté, on est capable de prouver que le modèle qu'on défend, il est plus vertueux et il fonctionne, j'ai pas de doute que d'autres le feront. Et Oui. au fond, ça voudra dire qu'on a quand même réussi au moins un truc. Mm. Oui, oui, C'est c'est ça. très important. Maxence, merci beaucoup, 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 beaucoup. C'était très intéressant. Et dans ces lives, on espère toujours vraiment donner accès à un sujet très technique qui pourra faire peur d'une façon cool et qui pourra donner plus de connaissances à ceux et celles qui nous ont rejoints. Donc, je vais juste dire à ceux et celles qui sont arrivés un peu tard que ce live sera partagé sur IGTV et ultérieurement sur YouTube. Donc, vous pouvez le voir en totalité. Maxence, je te souhaite vraiment, tu n'as pas besoin de chance, mais les meilleures conditions pour le lancement du projet, ça va être top. Et j'espère que ce voyage et ces objectifs seront atteints très prochainement. Merci Voilà, bah, beaucoup on va travailler pour ce pour. En tout live. cas, merci, c'était cool d'avoir pu échanger. Merci à toi. Bonne continuation. Au revoir. Salut.